Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, le secteur du tourisme employait plus de 24 millions de personnes en Afrique en 2019. Mais la pandémie de Covid-19 a provoqué une crise sans précédent pour cette industrie en Afrique comme dans le reste du monde et pour les secteurs dont les emplois et les revenus dépendent du tourisme, comme la restauration, les services et les industries manufacturières. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a accueilli sur son sol le 27 septembre dernier la Journée mondiale du tourisme qui était à sa 41e édition. Comment réinventer le tourisme post-pandémie, c'est le thème de cette émission. Soyez les bienvenus. Et nous sommes en compagnie de Lara Dupré, elle est directrice générale de HT Hotel. Bienvenue. Merci beaucoup. Avec nous également sur le plateau, Otto Coré Roque Wilfried, lui il est promoteur, on dira touristique. Bienvenue. Merci à vous. Avec vous, madame, monsieur, nous allons parler du tourisme post-Covid. La première question, c'est de savoir comment se porte le tourisme post-Covid en Afrique. Lara. De manière générale, déjà, il est important de rappeler qu'en 2019, le secteur du tourisme représentait 10% du PIB mondial. Voilà, soit un emploi sur 4, ce qui est relativement énorme. Le tourisme, c'est quelque chose, un secteur en plein essor et qui n'a jamais connu réellement de crise. Donc, le coronavirus, malheureusement, a fortement impacté toutes les économies mondiales et bien évidemment l'économie africaine également, il en va de soi. Ce qu'il est important de préciser, c'est que tout était à l'arrêt. Voilà, de manière mondiale, les avions ont arrêté de fonctionner, il n'y avait plus de voyages, plus de tourisme. Les hôtels, la plupart, ont dû fermer, ce qui était une catastrophe. C'est l'un des secteurs qui a été le plus impacté. Quand vous écoutez les chiffres, beaucoup de restaurants ont fermé, beaucoup d'hôtels ont fermé, mais malgré tout, on est très optimiste en ce qui concerne la suite, parce que l'Afrique a quand même su se relever, l'Afrique a su se positionner et aujourd'hui, on se prépare réellement au tourisme de demain, je dirais. D'accord. Wilfried, à la base, vous êtes explorateur. Vous vous êtes donné pour mission d'explorer la Côte d'Ivoire, de parcourir les lieux reculés. Pour quelles raisons? D'abord, il y avait des choses qui devaient être faites et qui n'étaient pas faites. Et du coup, il y a des milliers de sites touristiques en Côte d'Ivoire méconnus par les Ivoiriens. Et il fallait des personnes comme moi pour pouvoir montrer ça au grand public. Donc, aller à l'aventure, récupérer des belles images, remplacer des images négatives de la Côte d'Ivoire et puis permettre aux gens de faire un tourisme local. D'accord. Quand vous parlez d'images négatives de la Côte d'Ivoire à remplacer, de quoi est-ce que vous parlez? Bon, avant, quand tu vas sur Google, tu tapes Côte d'Ivoire, tu vois beaucoup d'images de crise militaire, Kalash. Aujourd'hui, quand tu pars sur Google, tu tapes Côte d'Ivoire, tu as plein de merveilleuses images qui passent, des images touristiques, la Côte d'Ivoire qui évolue, et des belles plages, tout ça. Donc c'est ça, donner une image positive. Lara, vous êtes née en Côte d'Ivoire. Tourisme africain, tourisme en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui vous marque? Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas quelque chose qui me faisait rêver avant, je dirais. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, j'ai la chance de beaucoup voyager avec ma famille. Tous les ans, on choisit une destination touristique dans le monde, mais nous ne sommes jamais axés réellement sur notre pays. Aujourd'hui, avec le Covid et justement avec toutes ces images qui nous font rêver, grâce à des personnes comme Wilfried qui réellement s'axent sur redorer, je dirais, l'image de la Côte d'Ivoire, déjà à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale, ça fait tout simplement rêver. Et moi, je voyage depuis qu'il y a le Covid dans mon pays, je redécouvre mon pays, je dirais, et c'est un réel plaisir. D'accord. Redécouvrir la Côte d'Ivoire lorsqu'il y avait le confinement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu un grand confinement. C'était juste le Grand Abidjan qui était fermé pour un temps. Les frontières ont rouvert, les personnes et les biens circulent. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire post-Covid, c'est vrai que nous y sommes. Quel est le rêve, Wilfried, que vous nourrissez pour le volet touristique ici en Côte d'Ivoire? Mon rêve, c'est que la population locale bénéficie des revenus touristiques. Qu'ils bénéficient vraiment parce que ça doit être un tourisme inclusif. Tout le monde doit participer, tout le monde doit bénéficier. Quand vous parlez de bénéfice des revenus du tourisme, c'est tellement que ça a injecté dans la construction d'infrastructures, certainement. Ou à quoi est-ce que vous faites l'allusion? Est-ce que c'est le fait d'aller découvrir soi-même, toucher du doigt
Écoutez, pendant mon voyage, ceux qui font le tourisme, c'est-à-dire qui construisent des produits touristiques culturels, ils n'en bénéficient pas vraiment, sauf ceux qui viennent visiter ou les administrations. La population elle-même ne bénéficie pas vraiment de revenus touristiques. Donc mon rêve, c'est que cette population-là bénéficie, parce que c'est des personnes qui vivent dans ces endroits-là. Et s'ils ont les moyens, ils vont encore plus développer leur activité. D'accord. Lara, vous êtes dans le secteur touristique, mais plus précisément dans le secteur de l'hôtellerie. Ce secteur a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Vous l'avez dit à l'entame de vos propos, c'était quelque chose de jamais vu. Mais vous avez une expérience toute particulière parce que vous ouvrez dans une période assez difficile. Comment ça se passe? Vous savez, vous avez posé une très belle question à Wilfried en lui demandant quels sont ses rêves. Moi, mes rêves sont très grands également et j'aime réellement mon pays et j'y crois énormément. Je connais son potentiel et sincèrement, je suis prête à tout pour montrer au monde entier les richesses dont regorge notre belle Côte d'Ivoire. Il est important de souligner que quand on a ouvert l'hôtel Aïchti, c'était la pleine crise sanitaire. Mais malgré tout, on y a cru. Je veux dire, l'hôtel a été fondé par 3 associés sur fonds propres et tout a été bien planifié, bien défini. Dans ce sens, on ne pouvait qu'ouvrir. On a pris le risque d'ouvrir. Tous les autres hôtels étaient fermés parce que, comme on l'a si bien souligné, la crise a vraiment bouleversé, oui, je dirais, le domaine de l'hôtellerie. En plus du tourisme, l'hôtellerie a été extrêmement bousculée. Beaucoup d'hôtels ont fermé, des restaurants également. Mais pour Aïchti, c'est une réelle force. Le Covid est une force pour l'hôtel Aïchti. On a récupéré des parts de marché, on a su fidéliser nos clients. D'abord, on s'est axé sur une clientèle, je dirais, locale, en repositionnant notre hôtel. À la base, c'était censé être un hôtel affaires, mais on a repensé tout le concept pour justement pouvoir accueillir la communauté locale. Il s'agit du premier hôtel lifestyle de Côte d'Ivoire. On accueille le client comme à la maison, en lui montrant réellement ce que c'est Abidjan. Je veux dire, notre vision est très simple. Je suis née en Côte d'Ivoire, je suis née à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan. Je veux montrer dans mon hôtel à ma population et également à la population internationale tout ce qu'il y a de plus beau d'Abidjan à l'hôtel. D'accord. Wilfried, revenons au concept de camping que vous développez. En quoi est-ce qu'il consiste? Parce que vous partez de votre vision d'explorateur et finalement, vous initiez des camps à l'intérieur du pays. Bon, en Côte d'Ivoire, on a subi un peu le confinement. Et après, on ne pouvait pas vraiment sortir du Grand Abidjan sauf sous autorisation. Et après que ça a été débloqué, j'ai participé à une première expérience avec des pilotes de rallye. Et c'était tellement bien, c'était tellement reposant. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire bénéficier ça au plus grand nombre? Quel est le principe de ces activités-là? C'est d'être en contact avec la nature, déstresser, participer surtout à une nouvelle expérience qui est mon slogan. Participer, faire vivre aux gens une nouvelle expérience touristique. Est-ce que ce qui attire les personnes à l'extérieur du pays pourrait également attirer ceux qui sont à l'intérieur du pays? Des Européens, des Américains, des personnes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire viennent pour des sites bien précis, pour des infrastructures bien précises, pour une histoire particulière. Est-ce que ceux qui sont ivoiriens, ceux qui vivent sur le sol en Côte d'Ivoire, qui ne sont peut-être pas ivoiriens mais qui vivent en Côte d'Ivoire, sont attirés par les mêmes choses? Également, oui. J'ai organisé un camping avec une chasse au trésor dans un site qu'on appelle Dabwego. Et là, j'ai eu, je crois, 7 nationalités, marocains, indiens, que vous pouvez apercevoir sur les images, nigériens, congolais et béninois. Donc voilà, tout le monde est attiré, parce que c'est un concept qui se fait ailleurs. Comment se fait-il donc que beaucoup de personnes à l'extérieur connaissent certainement la Côte d'Ivoire, mais ceux qui sont à l'intérieur du pays ignorent beaucoup de choses? Lara? Je pense que c'est une question d'éducation, une question de communication également. Il faut tout simplement montrer et sensibiliser les populations en leur disant que leur pays est le plus beau. On peut aimer ce qui se passe à l'extérieur, mais il faut d'abord aimer ce qu'on a, chérir ce qu'on a de plus cher, notre sublime Côte d'Ivoire tout simplement. On regorge de sites extraordinaires, on a des ressources, on a une culture qui est extrêmement riche, on a des couleurs, on a des sites exceptionnels, classés même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je veux dire que ce sont tous ces éléments qu'il faut faire ressortir et qu'il faut sensibiliser réellement nos populations en leur disant, plutôt que de voyager à l'international, venez voir ce qu'il y a de plus cher, voyagez tout simplement dans vos terres.
Le tourisme engrange des fonds pour le PIB, pour les ressources au plan national. Est-ce qu'on peut accuser la question de paupérisation, de pauvreté comme un prétexte pour que des citoyens qui ont droit à voyager, qui ont droit à découvrir leur propre pays, ne puissent pas mener ce genre d'activité? Wilfried. Pour ma part, c'est une question d'argent, comme vous avez dit, pauvreté, mais aussi beaucoup d'éducation. Et les images se sont multipliées, les belles images se sont multipliées. Après moi, il y a de nombreux jeunes qui se sont mis à photographier la Côte d'Ivoire. Et le citoyen lambda qui n'a pas vraiment accès de grands moyens a envie de voyager parce que c'est les images qui donnent envie d'y aller. Et aujourd'hui, les gens ils se préparent pour faire un voyage, pour passer un moment dans un lieu paradisiaque, on se prépare. Et maintenant, les Ivoiriens commencent à se préparer, à aller en voyage. Et ça se développe. C'est sur des bonnes marches. Parfois, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce qu'on gagne, Lara, quand on se déplace, on fait une visite et qu'on met les moyens pour y arriver. Vous savez, tout le monde a le droit de rêver, quels que soient les moyens qui sont mis à la disposition de chaque individu. Donc je pense qu'à travers toutes ces images, quel que soit le portefeuille, il faut s'organiser, il faut anticiper et prévoir les fonds, je dirais, suffisants. Mais bien évidemment, il y a un rôle à jouer au niveau de tout ce qui est transport, au niveau de tout ce qui est même infrastructure hôtelière, ou même les campings, qui est une notion très intéressante pour les personnes, pourquoi pas, qui ont des portefeuilles un peu moins importants. Mais il y a cette notion de se dire, malgré tout, on rêve, on voyage, on découvre de nouvelles choses et tout le monde a ce droit-là. C'est quelque chose de très important. D'accord. Quand vous regardez le secteur touristique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il arrive à se réinventer, à tirer les leçons de la crise sanitaire? Oui. Oui, parce que vous avez en face de vous assis une personne qui vous parle d'un concept totalement novateur. Le tourisme aujourd'hui, pour se réinventer, je dirais, il faut innover. Il faut trouver de nouveaux moyens. Je prends un exemple tout simple, l'hôtellerie. Dans nos hôtels, je parle de manière globale, pas forcément d'Aïchti, les chambres sont vides. Parce qu'à cause de la Covid, il y a beaucoup d'hôtels qui se sont vidés avec des taux d'occupation qui étaient relativement bas. La restauration, l'événementiel sont des éléments extrêmement importants qui ont permis au secteur hôtelier de se réinventer et de rebondir. Donc, aujourd'hui, on est obligé de s'axer sur différentes manières, on est obligé de se réinventer complètement pour justement pouvoir sortir de cette crise, faire des nouvelles choses et tout simplement continuer à faire vivre notre secteur qui est le plus beau secteur. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a accueilli récemment la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme, après avoir accueilli une telle journée mondiale sur son territoire, quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire au plan touristique? Les défis, je dirais. Au plan mondial, je dirais qu'il n'y a pas de mots. Franchement, tout simplement pour la Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire d'abriter un événement de la sorte. Et en plus d'avoir des acteurs avec des stratégies. Également, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est financement, investissement. Aujourd'hui, c'est une question très importante parce que lorsqu'on veut développer un pays à grande échelle, comme on est en train de le faire, il nous faut des investissements derrière. Donc, lorsqu'on se rend, il y a une semaine, j'étais à un salon sur les investissements hôteliers Afrique, Moyen-Orient à Dubaï, avec des acteurs extrêmement importants. Lorsque vous leur dites que votre pays, la Côte d'Ivoire, en plein Covid, est en train de sortir la tête de l'eau et qu'on a des stratégies telles que Sublime Côte d'Ivoire, telles que la quinzaine touristique, on va réellement de l'avant. On est en train de se positionner comme étant les futurs acteurs, je dirais même les futurs leaders du tourisme en Afrique. Quand on parle en 2025 d'être les 5e à l'échelle Afrique en termes de tourisme, moi j'espère sincèrement de tout mon cœur qu'on sera les premiers. Parce qu'avec les stratégies qu'on met en place actuellement, on peut le faire. D'accord, très bien. Quand revenons à la notion de camping, comment se fait le choix des sites où vous allez? De façon concrète, ça se passe comment? L'aspect sécuritaire, des gens se posent la question, elles dorment chez elles à la maison, il y a toute une sécurité, on se déplace pour aller dans certainement une forêt, quelque part. Comment vous prenez les dispositions? D'abord, je suis explorateur. Tous les sites que j'ai choisis, j'ai déjà été là-bas, au moins passer une nuit. Ouais, tout seul et en grand groupe, la différence est... En grand groupe, toutes les dispositions sont prises. Je sais que les Ivoiriens en majorité ne savent pas nager. Donc je prends toujours les plans d'eau qui n'est pas profond
et j'envoie ces personnes là-bas. Je connais la population locale déjà, qui me connaît déjà, donc c'est assez facile. On travaille beaucoup aussi avec les forces de sécurité quand on essaie de voyager, quand on veut arriver la nuit, on prévient pour qu'ils nous escortent. Et jusqu'à là, pas d'incident. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait pendant le camping? On va juste dormir, regarder les sites, manger? Non, je les fais vivre des nouvelles expériences. En un mot, mon truc, c'est je les fatigue un peu, vous voyez. Au sens propre ou au sens figuré? Au sens figuré. D'accord. Parce que par exemple, à 7h du matin, je te réveille avec des bruits de casseroles. Ah, d'accord, ça c'est inhabituel ça. C'est inhabituel. Mais le lendemain, je te réveille avec un peu de musique douce, guitare, truc. Et au départ, il y a des personnes qui sont fâchées. C'est une façon de faire rêver aussi les gens. Il y a des personnes qui sont fâchées, je te dis. Qui ont envie de retourner. Ils disent que je ne viens plus. Au prochain. Parce qu'elles pensaient qu'elles venaient. Au prochain, ils sont là. Oui. Ils envoient plus de personnes. Hein. Parce qu'en fin de compte. Au final, ça se passe bien. Oui, Lara? Vous savez, je vais rebondir rapidement. Il y a une notion qui est très intéressante, c'est le côté expérience client. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche de nouvelles expériences. Je veux dire, vous pouvez voyager pour voyager. Le circuit classique, je vais dans un hôtel, je prends mon bus, j'arrive. Non, c'est trop classique. On veut des choses nouvelles. Là, ils plongent de manière intégrale les différentes personnes qui participent à ces circuits dans ce que c'est réellement que de vivre dans cette région. C'est extraordinaire. D'accord, je voudrais qu'on parle encore plus d'innovation. Qu'est-ce que de façon générale, les personnes veulent? On a nos plages classiques, on a des hôtels, on a des sites touristiques, les montagnes, on a la cascade de Mans, des gens y vont régulièrement. Mais qu'est-ce qui est novateur? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour que le nombre puisse s'accroître davantage et que chaque année, une personne qui est allée dans un endroit ait envie d'y aller avec toute sa famille? Wilfried. Pour moi, il y a deux choses oui. très importantes. Éduquer les gens par les images. On est en Côte d'Ivoire, mais la majorité des Ivoiriens connaissent Paris et France. Ils ne sont jamais arrivés. Ce n'est pas les images. Il y en a qui ont dit tant que je n'y suis pas, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il faut que j'y aille à tout. Justement. C'est les images, la promotion des images. Deuxième, un problème que j'ai étudié à l'université, le prix des billets d'avion local. Les Ivoiriens, c'est les gens qui aiment figurer, ils aiment les belles choses. Mais le prix d'avion n'est pas vraiment proportionnel à tout le monde. Si l'État de Côte d'Ivoire, avec Air Côte d'Ivoire, essaie de revoir les prix pendant une saison pour des voyages, ça va exploser le nombre de personnes. D'accord, et quand les personnes se déplacent, qui vont à l'intérieur du pays, il faut qu'il y ait des sites au-delà du camping. Ce sont les hôtels. Est-ce qu'il y a des réflexions aussi dans ce sens pour que les personnes qui viennent ne soient peut-être pas déçues ou les personnes qui viennent aient à leur bourse et pendant qu'elles sont en train de faire des visites touristiques, elles aient un endroit accessible, très intéressant, un rêveur qui donne envie de revenir? Vous savez, l'hôtellerie, c'est quelque chose de très intéressant dans la mesure où c'est principalement de la vente de chambres. Aujourd'hui, avec la notion d'expérience client et d'innovation, le produit n'a plus la même valeur, je dirais. On cherche à apporter de nouvelles valeurs ajoutées à notre produit pour justement que cette option de lit devienne secondaire vis-à-vis de toutes les autres activités qu'il y a à faire. Je prends l'exemple de l'hôtel. À l'hôtel, notre stratégie, ce n'est pas forcément d'avoir les prix les plus chers du marché. En revanche, on va proposer des circuits touristiques à nos clients dans lesquels ils dépenseront, mais je vous dis 2 fois plus que le prix qu'ils paieront leur chambre. Parce qu'on est justement dans la valorisation de tout ce qui est environnement local. On est dans la valorisation de tout simplement la découverte de nos régions et les gens viennent pour ça. Donc je pense qu'à l'intérieur du pays, il serait également tout à fait intéressant de développer des hôtels. Il y a tout à faire. D'accord, le secteur de la restauration, quand il y a ce genre d'activité, vous vous déplacez, on ne peut pas occulter le secteur de la restauration. On vend des cours, mais après on a faim. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises aussi du point de vue touristique pour faire une sorte de tourisme culinaire associé? Écoutez, au camping, j'ai un principe, c'est que 50% de la restauration part aux femmes du village, loin du site ou bien dans le village. On veut faire la nourriture locale, c'est-à-dire la nourriture même du village. Donc du coup, ça se passe toujours comme ça. 50% c'est des produits qu'on prend à Abidjan, l'autre 50% c'est les produits que les femmes eux-mêmes vont aller dépenser. Et on leur donne de l'argent et on dit, faites-nous ce qu'il y a de mieux de chez vous.
D'accord, nous sommes en 2021. Je voudrais qu'on se projette dans l'avenir, dans les 5 à 10 prochaines années. Comment est-ce que vous voyez le secteur de l'hôtellerie de façon générale associé à la notion de tourisme en Côte d'Ivoire? Pour nous, tout simplement, dans quelques années, nous serons Abidjan, la Côte d'Ivoire sera numéro 1 en termes de tourisme en Afrique. Maintenant, à l'échelle internationale, il s'agit encore une fois de tout ce qui est levier de communication. On parle beaucoup d'image, on parle beaucoup de notoriété. Il faut en termes d'infrastructure, en termes de voyage également. Quand je parle de voyage, je parle d'avion, tout ce qui est billets d'avion. Il faut qu'on travaille sur une réelle stratégie attractive qui vont permettre à la population locale, non seulement en les sensibilisant sur l'image de notre pays, et également à la population internationale, voire à l'échelle déjà africaine, les sensibiliser à venir. D'accord. Comment intégrer aussi l'aspect éducatif pour les enfants? Parce que beaucoup de personnes grandissent, font leur cursus scolaire et ne découvrent que certains sites pour la première fois à 18 ans, 20 ans et même peut-être à un âge très avancé. Vous savez, c'est une question très intéressante, l'éducation. On travaille également sur des projets, je dirais, à grande échelle de sensibilisation des personnes qui nous entourent. On parle souvent de communautés locales, qui je rejoins, c'est un point très intéressant, en leur disant que le tourisme, c'est quelque chose il faut embrasser. C'est un métier, au-delà même de voyager dans vos pays, il faut embrasser ce métier et venir travailler dans les différents hôtels qu'on est prêt à construire et développer ensemble. Mais c'est une question de culture. Il faut culturellement parlant sensibiliser les gens réellement et leur dire que c'est le plus beau métier du monde. D'accord. Dans 10 ans, la même question pour vous. Comment est-ce que vous voyez le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire à travers vos initiatives et tout ce que les autres font? Augmenter le nombre de voyageurs en Côte d'Ivoire dépassant carrément le Maroc. Ouais, j'y pense vraiment. Mais je pense qu'avec le travail qui a été déjà fait, d'autres personnes viendront améliorer et les meilleures images de Côte d'Ivoire seront diffusées partout. Les hôtels vont connaître un nombre important de clients, de touristes en général. Et la Côte d'Ivoire sera placée comme l'une des meilleures destinations en Afrique, voire dans le monde. D'accord. Depuis les derniers sites que vous avez visités en Afrique ou en Côte d'Ivoire, quel est le site qui vous revient tout de suite à l'esprit et pourquoi? Bengourou, lors de la quinzaine touristique, c'est le dernier site que j'ai visité. Culturellement parlant, c'est très riche et sincèrement, les danses traditionnelles, la culture. On était à la cour royale et en plus ça me rappelle énormément mes racines parce que mon arrière-grand-mère, oui, connaissait très bien le roi d'Abengourou et ça me permet tout simplement de revenir sur mes terres et d'être au plus proche de ce qui nous anime au quotidien. Wilfried, la même question. Après tous ces voyages, toute cette exploration, qu'est-ce qui vous reste à l'esprit, qui vous marque tout de suite et pourquoi? Les Ivoiriens sont accueillants. Chaque site touristique a sa particularité. J'ai du mal à choisir. Mais me mettre sur la dent de Mans avec le drapeau ivoirien, contempler le vent, voir d'autres trucs, pour moi, ça a été l'expérience la plus difficile, mais la plus merveilleuse. Mais tous les sites sont magnifiques en Côte d'Ivoire. D'accord. La dernière question, nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission, l'expérience des autres. Nous avons parlé du tourisme de façon générale en Afrique, mais en Côte d'Ivoire. Comment peut-on tirer le meilleur de l'expérience des autres pays pour développer le tourisme local, Lara? Il faut savoir que je dirais que tous les pays performent de la meilleure manière possible selon la politique qu'ils instaurent dans leur pays. Pour moi, il ne faut pas forcément copier les autres, mais tout simplement créer quelque chose d'unique et tout simplement avoir un sentiment d'appartenance en montrant et en faisant ressortir tout ce qu'il y a de mieux dans notre pays. Je ne suis pas du tout du principe de copier forcément tout ce qui se passe ailleurs, mais de créer, d'être précurseur et d'avoir une vision bien définie, savoir où on va et tout simplement faire rêver nos populations et qu'ils fassent, parce que comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes réellement les ambassadeurs de notre pays. Quand on voyage, on doit montrer à tout le monde et dire que la Côte d'Ivoire c'est le plus beau pays au monde. Et ça, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien et ce qui permettra, je pense, à la Côte d'Ivoire d'un jour d'être le numéro 1 en termes de tourisme en Afrique et pourquoi pas dans
dans X années dans le monde. Vous, sans avoir été nommé de façon officielle, vous êtes un ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Quelles sont les perspectives que vous nourrissez? Bon, moi je souhaite vraiment que la population locale de ces sites-là bénéficie des projets d'appui, véritablement. Pas vraiment besoin des grandes buildings ou des gros projets, mais il y a du savoir-faire. Il faudrait qu'ils soient appuyés et ils vont faire encore mieux. Donc voilà, j'aimerais m'arrêter là. Merci. Il faudrait que cette population-là bénéficie vraiment des projets d'appui. Merci Otto Coré Roch Wilfried. Je rappelle que vous êtes promoteur touristique. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau, surtout de répondre à nos questions. Merci à vous et merci à Antoine. Avec vous sur le plateau, Lara Dupré, qui est directrice générale de AHT Hôtel. Merci pour votre contribution au développement du tourisme en Afrique, dans le monde. Et surtout, merci d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau. Merci à vous, monsieur Emo. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Médian TV Afrique.